Bonjour. Alors, l'étape de retrouver la raison, on s'est parlé de réduction des méfaits. Je vous avais promis que je vous reviendrais avec une petite capsule sur la réduction des méfaits. Bon, on entend que ce soit dans le mouvement ou même dans les organismes où on donne des services pour les personnes dépendantes, on va recevoir toutes sortes de définitions différentes en ce qui a trait à la réduction des méfaits. Aujourd'hui, je vais en parler particulièrement pour ce que les membres appellent du transfert de dépendance. Puis là, on arrive avec la réduction des méfaits dans le transfert de dépendance. Ça devient compliqué, fait que c'est important, je pense qu'il faut qu'on soit au même diapason à cet égard-là. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Donc, puis on oppose aussi très souvent, c'est ce qui me dérange le plus là, dans les définitions, c'est qu'on oppose l'abstinence totale, l'abstinence à la réduction des méfaits, alors qu'on ne devrait pas le faire. L'abstinence est comprise dans la réduction des méfaits. Quand on parle de méfaits, on ne parle pas nécessairement de consommation. On parle de résultats de la consommation. Les méfaits, c'est assez vaste. Les dépendances créent plusieurs méfaits. Ça peut aller de perdre son logement à perdre son conjoint, sa conjointe, avoir des relations sexuelles non protégées, en ce sens, attraper des maladies, nuire à sa santé, faire des enfants, avoir des grossesses non désirées, avoir des accidents d'automobile. Il y a beaucoup de méfaits. Je pense que vous n'avez qu'à vous arrêter à réfléchir à ce que les dépendances sont venues causer comme méfaits dans vos vies pour savoir qu'ils sont multiples. Alors, quand on parle de réduction des méfaits, c'est de ça qu'on parle. Alors, pour que vous me compreniez bien en termes de transfert de dépendance, parce que j'entends souvent quelqu'un qui va me dire « Oui, mais moi, je ne veux pas faire un transfert de dépendance. » Un des exemples qui m'est souvent donné, c'est une personne qui est en dépression profonde, par exemple, qui a consommé des drogues, l'alcool y compris, et pour compenser toutes ces fluctuations émotives, et a développé à travers du temps, parce que, bon, les neurotransmetteurs, ça aussi, ça pourra faire l'objet d'une capsule à un moment donné. Les neurotransmetteurs dans son cerveau ne comprennent plus les codes correctement. Alors, par exemple, on a des cannabinoïdes dans notre cerveau qui sont naturels. J'ai pas besoin de mettre de cannabis dans mon cerveau. Mais si j'en mets, à ce moment-là, mon système va en faire moins. Donc, il va en produire moins. S'il en produit moins, mon cerveau, les neurotransmetteurs vont devenir paresseux. Et là, je vais devoir consommer plus, une consommation extérieure plus fréquente pour en arriver à avoir le même résultat. Donc, une personne, par exemple, qui aurait consommé du cannabis parce qu'il a un problème de dépression et qu'il a l'impression que ça règle son problème, ne serait-ce que temporairement, ne serait-ce qu'au moment du buzz, ben à ce moment-là, il va faire en sorte que la dépression ne va pas se régler, bien évidemment. Et quand je vais lui parler de prendre des antidépresseurs, évidemment, c'est pas moi qui va lui donner des antidépresseurs, mais on va en discuter ensemble. Son médecin ou son psychiatre va lui prescrire des antidépresseurs. La première affaire qu'il va me dire, c'est
Ben moi, je suis pas d'accord avec les antidépresseurs, je suis pas d'accord avec la médication, ma mère était prise avec ça, c'est une autre dépendance, ma mère, mon père, ma tante, bon, c'est une autre dépendance, c'est un transfert de dépendance, je veux pas ça. Alors, je comprends que ce soit les premiers arguments. Cela étant dit, il faut revenir pour comprendre la réduction des méfaits, il faut revenir à la notion de qu'est-ce que ça a comme méfait dans ma vie. Par exemple, si je prends des antidépresseurs, bon, là, maintenant, le cannabis est légal, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent de la cocaïne ou qui prennent des substances illégales, donc qui sont à risque. On parle de méfaits. Être à risque, c'est être à risque de vivre des méfaits. Donc, pour faire une histoire simple, mettons en parallèle deux situations. Une situation où j'essaie de régler ma dépression avec un médicament qui m'est prescrit. En passant, les antidépresseurs, je ne suis pas là pour vendre des antidépresseurs, là, mais les antidépresseurs sont beaucoup moins à dépendance qu'ils l'étaient avant. Je ne parle pas de benzodiazépine, je ne parle pas d'anxiolytique. Quand on parle d'antidépresseurs, on sait que maintenant, on a des formules qui ne sont plus à risque de dépendance. Donc, je vais prendre un médicament qui est prescrit. Je vais aller à la pharmacie, je vais acheter un médicament qui est prescrit, il va m'être donné par un pharmacien. Donc, ce qui risque de m'arriver, c'est que je vais corriger les problèmes de dépression, je vais prendre soin de ma santé. D'autre part, je vais prendre de la cocaïne ou de l'alcool, même des substances qui sont permises par la société. Si par exemple je prends de la cocaïne, déjà en partant, je dois être dans un réseau illégal, je suis à risque de me faire arrêter, je suis à risque de consommer à excès et de prendre ma voiture et d'avoir un accident. Je suis à risque de ne pas, par exemple, avoir la même conversation avec mon conjoint ou ma conjointe que j'aurais eue si je n'avais pas pris cette consommation. Je suis à risque de multiples choses, de multiples conséquences. Alors, on regarde la conséquence. Je choisis de prendre un antidépresseur à tous les jours qui va m'amener tranquillement vers un mieux-être, qui va permettre que j'ai le temps de prendre du recul puis que j'ai le temps de changer les comportements dans ma vie. Ou je décide de compenser ma dépression par de la consommation et avec tous les risques qui peuvent y être associés. Je vous suggérerais fortement, si jamais vous avez des problèmes de dépression, on peut savoir ça en allant sur le web. Il y a un questionnaire, ça s'appelle la dépression de Beck, le questionnaire sur la dépression de Beck. Et vous pouvez savoir si vous êtes en dépression, même si vous êtes en dépression profonde. Et avec les réponses à ce questionnaire-là, vous pouvez les apporter à votre médecin. Vous les apportez dans un centre de réadaptation en dépendance et montrer que vous avez un test qui dit que vous êtes en dépression et vous faire aider dans ce sens-là. Sinon, si vous allez dans la consommation, c'est pas malheureusement le pusher qui va vous aider ou les personnes avec qui vous consommez qui peuvent vous aider à régler votre problème de dépression. Puis à court peut-être quelques heures, mais sinon, court, moyen ou long terme, la consommation ne va pas vous aider du tout. Au contraire, elle va vous emmener dans des dédales qui, à tout le moins, ne vous sortiront pas de votre dépression si c'est à cause d'un problème de dépression que vous consommez. Pareil pour des consommations qui ne sont pas, par exemple, une consommation en lien avec la nourriture, en lien avec les écrans, des excès de télévision,
bon, les conséquences, quand on parle de méfaits, votre santé physique va être affectée, vous allez prendre du poids, vous allez perdre du poids, si vous avez des problèmes, selon les problèmes en alimentation que vous avez, vous allez moins sortir, donc vous allez être moins en santé et vous n'allez pas non plus vers des choses qui sont bonnes pour vous. Mettons que vous avez un problème d'écran et que vous passez toute votre journée à écouter la télévision. Vous n'allez pas créer de lien avec les personnes autour de vous et vous risquez de multiples méfaits, tant au niveau de votre vie sociale que de votre vie professionnelle. Et un dans l'autre, vous voyez comme moi que ça peut nous amener aussi loin qu'en itinérance. Dans le sens où, par exemple, j'ai vu des personnes qui avaient des problèmes de compulsion par rapport aux jeux vidéo, qui vont passer la journée en avant de la télévision, en avant de leur écran de jeu. Bien sûr que les jeunes, c'est encore pire parce que à 16, 18, 20 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, les parents risquent de se tanner, risquent d'être inquiets, ne sachant que faire avec leur inquiétude, vont jeter l'oiseau du nid en disant ben va faire ta vie parce que si tu restes ici, tu vas finir par en mourir parce que tu pourras pas te développer devant des jeux vidéo, par exemple. Puis on parle évidemment d'excès. Mais ça arrive aussi à des adultes. Il y a des adultes qui se retrouvent à un moment donné en séparation, puis ils ont perdu leur emploi, ils ne rentraient pas travailler, ils rentraient travailler tard parce qu'ils passaient une partie de la nuit sur les jeux. Et quand ils rentraient travailler, ils n'étaient pas fonctionnels parce qu'évidemment, dans la vie, pour être fonctionnel, c'est important de bien manger, de bien faire de l'exercice, de bien dormir. Et quand on est aux prises avec ce genre d'obsession-là, quand on est aux prises avec une consommation qui va nous amener à faire des excès, bien évidemment que les conséquences vont être des méfaits. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de nommer, quand on consulte ou quand on en parle avec les gens dans des réunions, dans des meetings de fraternité anonyme ou avec surtout notre parrain-marraine, c'est important de faire l'inventaire de toutes les consommations qu'on a. Parce que si vous arrivez en disant j'ai un problème avec le cannabis, mais qu'en fait, en analysant la situation, on réalise que vous avez aussi des problèmes de comportement, d'excès sexuel, par exemple, ben si on analyse, si on prend le temps, parce on n'est pas obligé de tout régler la même journée, là. On vit 24 heures à la fois. Donc, si on prend le temps de regarder c'est quoi nos consommations différentes, en y inscrivant, on peut prendre un crayon, un papier, le faire soi-même avant de le partager avec quelqu'un d'autre et de dire, ben voici, moi je consomme du cannabis, je consomme la cigarette, je joue sur mon écran vidéo, j'écoute la télévision, etc., etc. C'est vous qui savez, qui pouvez voir à peu près qu'est-ce qui semble y avoir de l'excès dans votre vie. Et y ajouter à côté de chacune de ces dépendances-là, c'est quoi, quels sont les méfaits? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre vie? Bien, vous allez peut-être vous rendre compte que les jeux en ligne, par exemple, ont plus de méfaits dans votre vie que le cannabis. Donc, c'est important de faire du ménage là-dedans. C'est pour ça que c'est bien de consulter quand on a un problème de dépendance, parce que ce genre de questions-là,
En principe, le professionnel va vous la poser. Est-ce qu'il y a d'autres dépendances? Comment vous traitez vos autres dépendances? Par exemple, si vous avez une dépendance sexuelle qui va faire en sorte que vous allez prendre des escortes, quand vous êtes en dépendance sexuelle puis que vous prenez des escortes, vous avez nécessairement besoin de consommer, sinon vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes trop gêné, etc., etc. Bien, ça peut être une dépendance qui vous coûte extrêmement cher. Donc, si vous sentez le besoin de le faire 3-4 fois par mois, ça se peut qu'à un moment donné, vous n'ayez plus les moyens de payer votre loyer. Donc ça, je vous dirais qu'en termes de méfaits, ne pas être capable de payer son loyer, ne pas être capable de se nourrir, si on a des enfants puis des personnes à charge, bien sûr, ne pas être capable de s'occuper financièrement de nos personnes à charge, bien c'est les plus gros des méfaits. Donc c'est pour ça, c'est les plus gros des méfaits, bien sûr, si vous n'êtes pas suicidaire. Vous pouvez être capable de payer tout ce que vous avez à payer, avoir de l'argent, ça dépend financièrement comment vous vous positionnez. Il y a des personnes qui ont des familles qui ont beaucoup d'argent, puis qui ont encore beaucoup d'argent, mais qui sont à risque de se suicider parce que la consommation est en train de les rendre fous. Donc, prenez ce que je dis pour ce que je dis. De façon générale, c'est le fait de ne plus être capable de payer son loyer pour la plupart des gens qui vont faire des fraternités anonymes. Mais pour d'autres personnes, ça pourrait être de mettre leur vie en danger parce que leur santé mentale est affectée. Fait que donc, sa vie, la vie des autres, c'est le plus grand méfait qui peut exister, de mettre ça en danger. Sinon, après, c'est ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'être en mesure de bien dormir. Ce sont des méfaits qui sont très importants si la consommation, puis pas juste la consommation, ça peut être aussi la consommation d'êtres humains. Donc, il y a des personnes qui sont en dépendance affective ou sexuelle, parlons de la dépendance affective, qui n'arrivent plus à être autonomes, n'arrivent plus à fonctionner parce que l'autre personne, la présence de l'autre personne est devenue plus importante que tout. Et quand on est en période de séparation, ben si on est à risque de faire une dépression, si on est à risque d'avoir des idéations suicidaires ou même de faire des tentatives de suicide, vous comprenez que ce sont des méfaits extraordinaires, dans le sens où il faut absolument, absolument consulter, aller à l'hôpital, appeler un centre de crise, appeler une maison de thérapie, trouver des mécanismes pour faire en sorte de préserver votre vie. Ensuite, là, on peut regarder plus à fond quelles sont les dépendances. Et puis, bien sûr, on en a tous des dépendances. On regarde tous un peu trop la télévision. On regarde tous en ce moment un peu trop nos écrans. C'est sûr que si vous voulez savoir si vous avez une problématique au niveau des écrans ou si vos enfants ont des problématiques, bien ça, il faut peut-être faire de l'observation et chronométrer. Moi, souvent, les gens vont m'aborder avec ça en disant « Je pense que mon chum a un problème de dépendance par rapport aux écrans. » Bon, c'est sûr que si vous êtes plus capable de vivre sans votre téléphone, il faut quand même se poser des questions. Si votre téléphone est à côté de vous parce que vous avez besoin de prendre vos courriels de telle heure à telle heure dans une journée, bien, ça se peut que ce soit sain. Si vous avez votre téléphone à côté de vous et que continuellement, dès que quelqu'un écrit quelque chose sur un réseau social, vous vous sentez obligé de répondre, si vous êtes plus en lien, c'est sûr qu'il y a le temps, vous pouvez calculer le temps que vous mettez sur les écrans, mais il y a aussi les feedbacks des gens autour de vous.
Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise que j'étais un peu trop accrochée à mon téléphone, que c'était difficile de parler avec moi parce que le téléphone prenait trop de place. Et j'ose espérer que j'ai bien réglé la situation, mais si ça m'arrivait à nouveau, j'aimerais que les gens me le disent. Donc, les feedbacks des gens autour de nous et nous, notre propre observation. Le seul moyen, par exemple, si vous jouez en ligne, c'est sûr que ça ne nous tente pas d'observer. Parce que si vous voulez vous garder l'illusion que vous jouez 2 heures par jour en ligne, puis qu'en fait, la réalité, c'est que régulièrement, vous jouez 8 heures en ligne, que vous avez hâte de finir votre journée de travail parce que vous avez juste hâte d'aller vous brancher sur votre ordinateur pour jouer en ligne, puis que vous allez y passer la soirée, et que dans votre observation, vous finissez par vous rendre compte que c'est une moyenne de 8 heures par jour, c'est sûr que ça ne vous tentera pas. Parce qu'on revient, la réduction des méfaits, c'est important de la regarder parce qu'on veut savoir quels sont les méfaits dans notre vie. Mais il faut être conscient que c'est un exercice extrêmement difficile à faire. Parce que vous êtes intelligent, simplement. Votre cerveau est très, très, très intelligent. Puis lui, il sait très bien que si, d'ailleurs, il y a possiblement plein de personnes qui iront pas jusqu'au bout de cette vidéo, de cette capsule, parce que c'est extrêmement confrontant. Tout de suite, le cerveau, il fait comme « Oui, mais si tu vas chercher l'information, tu vas être obligé de faire quelque chose avec après. » C'est sûr et certain que c'est le premier réflexe du cerveau. Alors, si on veut rien faire avec après, en fait, notre moi profond veut. Hein, on se parle souvent d'inconscience, d'être conscient, d'être inconscient. Si on est inconscient vraiment des méfaits, ça va nous tenter d'être dans le déni. Mais si on veut devenir conscient des méfaits, faut à tout le moins aller voir, se donner le courage d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans une journée? C'est pas bien compliqué là, de regarder notre journée. Le matin, quand je me lève, comment ça se passe? Est-ce que je réussis à faire une journée de travail ou de bénévolat, des heures de bénévolat si je suis dans une situation où je ne vais pas travailler à l'extérieur? Si je ne vais pas travailler à l'extérieur, pourquoi? Si j'ai l'âge d'avoir une vie professionnelle active. En fait, en travail social, on appelle ça toutes les sphères de la vie. Alors, je vais regarder toutes les sphères de ma vie, la sphère des loisirs, la sphère du travail, la sphère de la famille, etc., etc., et du mieux-être, parce que oui, je dois avoir des loisirs autres que des dépendances. Donc, je vais regarder l'ensemble des sphères de ma vie et d'essayer courageusement. On n'est pas rendu encore à la 4e étape, mais là, on va essayer de regarder par rapport aux méfaits dans ma vie, qu'est-ce que mes dépendances m'apportent comme méfaits, puis quelle est la dépendance qui m'en apporte le plus. On est pour la plupart d'entre nous, les gens qui font des fraternités, moi c'est à vous que je m'adresse, aux prises avec souvent plusieurs dépendances. Donc, on ne va pas les régler toute la même journée. On va essayer de voir laquelle a le plus d'impact dans ma vie et je vais commencer par elle. Je vais commencer par me dire, par exemple, le jeu pathologique. J'ai vu des joueurs pathologiques tout perdre en une nuit. Un cocaïnomane, je ne veux pas diminuer le problème de la cocaïne, mais rarement un cocaïnomane va tout dépenser dans une nuit, alors qu'un joueur pathologique peut perdre son chalet, son bateau, la maison familiale, puis en plus, il va impliquer son conjoint, sa conjointe et sa famille dans cette situation-là. Donc, le but n'étant pas de faire de la culpabilité, parce que la culpabilité, ça mène nulle part. Je l'ai longuement essayé, croyez-moi, ça ne fonctionne pas. Le but, c'est de regarder ses responsabilités, de regarder ses difficultés de face et de dire, ben,
OK, j'ai commencé à faire du meeting pour telle raison, mais aujourd'hui, je me rends compte que finalement, il y a peut-être quelque chose que je voulais me cacher. Peut-être que j'ai une autre dépendance qui a plus de méfaits dans ma vie et que je devrais regarder de plus près. Donc, si jamais vous avez envie de commenter, de dire qu'est-ce que vous avez trouvé comme surprise quand vous avez fait votre petit travail d'introspection, votre gros travail d'introspection, ne vous gênez pas pour nous le dire. En attendant, vous pouvez laisser un petit pouce pour que les algorithmes fassent circuler ces vidéos auprès des personnes qui font le mouvement à des étapes, qui font le mouvement anonyme, aussi de certaines flammes jumelles qui découvrent à travers ces capsules que les flammes jumelles sont aussi aux prises avec des obsessions, dépendance affective, mais il peut y avoir aussi des déséquilibres dans d'autres domaines de leur vie et c'est important dans tout le cheminement qu'on fait pour devenir un être complet, de prendre conscience de tout ça afin de le régler le plus rapidement possible, parce que ça veut dire devenir heureux, devenir quelqu'un qui accomplit son potentiel et quelqu'un qui peut donner aux autres ce qu'il a reçu. C'est la grâce que je vous souhaite. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre maison encore aujourd'hui et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Au revoir.